Chers amateurs des émissions de cette chaîne, bienvenue dans cette deuxième leçon concernant l'élevage des lapins. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment nourrir vos lapins. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, permettez-moi de vous rappeler des notions de la leçon précédente. Alors, je vous ai parlé que le lapin est un mammifère qui peut se nourrir des fourrages, des graines, de céréales, des restes de cuisine, des résidus de récolte et d'aliments composés. Son aliment n'entre donc pas nécessairement en concurrence avec celle de l'homme. Je vous ai parlé aussi que sa reproduction est facile. Donc, les lapins peuvent produire entre 30 et 40 lapins par an en climat tropical. Sa durée de gestation est de 31 jours en moyenne. Il existe de petits élevages familiaux de 2 à 5 lapines mères et des élevages de taille moyenne de 20 à 50 lapines mères. On note parfois des élevages de grande taille pouvant atteindre 100 à 200 lapines mères. Plusieurs races de lapins existent, mais souvent, il est difficile de trouver une race de lapin propre. Plusieurs lapins sont issus des croisements anarchiques de toutes les races de lapins importées depuis la colonisation. Pour cela, on trouve que le lapin commun s'apparente beaucoup plus à ceux des races moyennes. Il pèse entre 3 et 5 kg à l'âge adulte. Pour créer un élevage de lapins, il y a des étapes qui doivent être gardées strictement, surtout le choix des reproducteurs, l'habitat des lapins, l'alimentation des lapins, la reproduction et le renouvellement des reproducteurs, le contrôle des maladies des lapins et la commercialisation. On a vu également différentes formes de manipulation des lapins. Un bon habitat du lapin s'impose pour y en avoir une bonne récolte. Pour cela, il doit y être bien respecté strictement un bon choix des matériaux de construction, le type de bâtiment. Il y a des critères de choix des sites d'implantation et autres. On ne peut pas oublier de vous rappeler qu'il existe un matériel d'élevage. Toutes ces notions se trouvent en détail dans cette émission que vous trouverez en bas de cette émission dans la partie de la description. Donc, vous appuyerez en bas de cette émission dans la description et vous y trouverez cette émission en détail. Alors, revenons à notre sujet du jour, l'alimentation des lapins. Donc, comment nourrir vos lapins. Si c'est la première fois que vous suivez les émissions de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Appuyez aussi sur j'aime et si vous avez une question, une contribution, mettez-le dans le commentaire. Dans la nature, un animal se nourrit en fonction des besoins de son organisme et de ses mœurs, de la disponibilité de la nourriture, de l'importance des populations cohabitant sur le même milieu. Les lapins élevés en colonie ou en cage dépendent entièrement de l'éleveur pour leur nutrition. Celui-ci doit apporter chaque jour l'eau et la nourriture à ses animaux. Les lapins doivent toujours avoir de l'eau et de la nourriture à leur disposition. Les mangeoires et les abreuvoirs ne doivent jamais être vides. Les lapins bien nourris sont robustes et ont un beau pelage. Ils grandissent vite, font beaucoup de l'apéro et tombent rarement malades. L'étude du lapin domestique a permis de cerner le problème des besoins alimentaires du lapin, en particulier en matière minérale, vitamines, cellulose ou aliments de l'Est, lipides, protéines, glucides, libérant de l'énergie, etc.
La ration alimentaire correspond à la quantité de tous les aliments consommés sur une journée par l'animal, équilibré et doit satisfaire ses besoins. Voyons donc les besoins alimentaires des lapins. D'abord, les besoins en eau. Contrairement à ce que bon nombre d'éleveurs pensent, le lapin boit de l'eau. Il est vrai que cet herbivore, lorsqu'il est alimenté exclusivement avec de l'herbe fraîche et riche en eau, boit peu. Mais nourri avec des aliments secs, donc le foin, granulé ou farine, les jeunes en croissance boivent 1,5 à 2 plus que la quantité d'aliments secs qu'ils mangent, tandis que la rapine allaitante boit 2 à 2,5 fois plus d'eau qu'elle ne mange d'aliments. Comme celle des humains, cette eau doit être potable pour ne pas entraîner de maladies. Si l'eau est sale, même s'il a soif, le lapin ne boit pas. Voilà. Cet élément vital et ses qualités conditionnent la santé des lapins, tant en maternité qu'en engraissement, permettant une bonne lactation et une bonne croissance de la naissance à l'abattage. L'eau est un facteur de réussite, mais peut aussi être source de problèmes selon l'attention qu'on y apporte. Combien faut-il prévoir en moyenne par jour? Entre 0,2 à 0,3 litres d'eau par lapin en croissance, entre 0,6 à 0,7 litres d'eau pour une lapine allaitante, un litre et plus par jour pour une lapine et s'apporter au cours de la semaine précédente le sévrage. Attention au gaspillage, aux abreuvoirs peu stables qui se renversent trop facilement. Comme pour l'aliment, le lapin boit un grand nombre de fois au cours de la journée et de la nuit. 25 à 30 fois en moyenne par 24 heures. Bien veiller à ce que les bacs et les abreuvoirs soient remplis en permanence, en particulier le soir, avec une quantité suffisante pour la nuit. Si l'eau est polluée par des micro-organismes, on peut la désinfecter simplement en y ajoutant de l'hypochlorite de soude, c'est-à-dire eau de javel. Le dosage préconisé est de 2 ml d'eau de javel dosant 12 degrés de chlorométrique pour 10 litres d'eau ou 200 ml pour 1 mètre cube d'eau, ce qui est la même chose. On peut aussi utiliser d'autres produits pour désinfecter l'eau, tels que les solutions iodées ou le permanganate de potassium. La propreté des abreuvoirs, la purge régulière et le nettoyage des bacs, des tuyaux, des rampes d'abreuvement doivent être une préoccupation permanente du cuniculteur. Par ailleurs, si l'eau est polluée par des minéraux ou des matières organiques, c'est en amont à la source d'approvisionnement en eau qu'il faut intervenir pour obtenir une eau potable, même norme que pour l'alimentation humaine. Enfin, l'eau ne doit pas chauffer au soleil. Les lapins ne boivent pas de l'eau chaude. Parfois, les lapins et les abreuvoirs sont bien à l'abri du soleil direct, mais les réservoirs et ou les canalisations d'alimentation en tube noir, un tuyau opaque est bien pour éviter la pollution d'algues dans les tuyaux, sont exposés au soleil en direct et ce qui arrive au lapin, c'est de l'eau chaude. Il faut absolument éviter cette situation. Voyons ensuite les besoins en énergie. Le besoin quotidien en énergie du lapin varie en fonction du type de production, mais aussi avec la température ambiante. Ce besoin en énergie du lapin en croissance ou en reproduction, c'est-à-dire en gestation, lactation, peut être couvert par des aliments distribués à volonté contenant de 2200 à 2700 de
2200 à 2700 kilocalories d'énergie digestible par kilogramme. Le lapin régule assez bien la quantité d'aliments à consommer tant que la température ne dépasse pas 25 à 26 degrés Celsius. Lorsqu'il fait plus chaud, c'est-à-dire 30 degrés Celsius par exemple, son appétit diminue et sa croissance ou sa reproduction laitière ralentissent. Dans l'aliment, l'énergie est fournie par les glucides, c'est-à-dire les sucres et féculents, les lipides ou graisses, la fraction digestible des fibres et secondairement par l'apport des protéines. Voyons pour le moment les besoins en lipides. Le besoin en lipides ou graisses est couvert avec une ration contenant 2,5 à 3% de lipides. C'est la teneur spontanée de la majorité des aliments naturels entrant dans la ration. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des corps gras aux aliments du lapin pour couvrir ses besoins énergétiques car les matières premières utilisées en contiennent suffisamment. Certaines sont même particulièrement riches comme les sons de riz, 3 à 16% de lipides suivant qu'ils ont été déshuilés ou non, ou certains tourteaux obtenus par pression simple. Par exemple, 8 à 9% de lipides dans des tourteaux expellés de copra ou de palmiste. C'est le cas pour le moment des besoins en cellulose ou fibres. La cellulose est un composant végétal qui, combiné avec la lignine, des hémicelluloses et des pectines, constitue les parois des cellules végétales, l'élément majeur de rigidité de la plante. Le lapin est un pseudo-ruminant, sinon info-ruminant. Son tube digestif a besoin de lest pour bien fonctionner et celui-ci est fourni par les parois des végétaux qu'il mange. De plus, grâce aux micro-organismes de son caïcum, le lapin est capable de digérer en partie ces éléments fibreux. Ses besoins sont donc plus importants que d'autres espèces d'élevage comme le porc ou le poulet. Pour les lapins, en engraissement, le taux de cellulose brute d'un aliment complet devra être de l'ordre de 14 à 16%, c'est-à-dire un taux nettement plus élevé que celui des aliments pour les volailles. Les lapins reproductrices pourront se satisfaire d'un aliment ne contenant que 12 à 13% de cellulose brute. En plus de la cellulose en partie digestible, le lapin doit trouver dans sa ration au moins 4 à 5% de lignine, élément indigestible mais qui assure un fonctionnement régulier au tube digestif et réduit fortement le risque de diarrhée. Voyons les besoins en protéines. Les besoins en protéines ou matières organiques azotées sont les molécules les plus originales de la constitution des êtres vivants. Les lapins en ont besoin pour la constitution de leur propre corps et ils sont donc nécessaires pour la croissance et pour la production. De récents travaux de recherche conduits en Europe ont montré qu'il existe une relation certaine entre l'efficacité alimentaire et la quantité de protéines. Ainsi, parmi les 21 acides aminés qui entrent dans la constitution des protéines, il y en a 10 qui sont des acides aminés essentiels. Lorsque les protéines alimentaires apportent ces acides aminés indispensables, la ration peut ne contenir que 15 à 16% de protéines brutes pour les lapins à l'engraissement. Chez la lapine reproductrice, le taux optimal de protéines brutes est d'environ 17 à 18%. Lorsque la température moyenne est supérieure à 25 à 27 degrés Celsius, il est souhaitable d'accroître de 1 point environ la teneur en protéines
des aliments. Voyons enfin les besoins en minéraux et en vitamines. Les minéraux, c'est-à-dire calcium, phosphore, sodium, magnésium, etc., sont indispensables au fonctionnement et à la constitution de l'organisme du lapin. Ils entrent en particulier dans la constitution des os et du lait, mais permettent aussi le fonctionnement en favorisant les équilibres intra- et extracellulaires en phase d'allaitement. La femelle est particulièrement sensible à un beau apport minéral. Les besoins en sels minéraux sont couverts en général par l'aliment commercial. Toutefois, les apports peuvent être améliorés par les compléments minéraux commerciaux. Les vitamines se trouvent dans les divers aliments qui sont distribués aux lapins. Les sources sont les fourrages verts, les céréales, les tourteaux, les sous-produits agroalimentaires, les restes de cuisine et les aliments composés. La provende apporte généralement les composés correspondant aux besoins des lapins. Les vitamines liposolubles doivent être apportées par l'alimentation. Par contre, si les lapins sont en bonne santé, les vitamines hydrosolubles sont fournies par la flore digestive et en particulier par l'ingestion des caïcotrophes. Un apport de vitamine C peut aider les lapins à mieux supporter la chaleur, mais cette vitamine n'est pas très stable une fois mise dans les aliments ou l'eau de boisson. Voyons un autre point essentiel qui concerne le choix des aliments. Le choix des aliments à distribuer aux lapins dépend du type d'élevage. Pour un petit élevage, il y a l'utilisation des fourrages. Le cuniculteur possédant quelques lapins pour sa consommation peut leur donner des fourrages, des déchets domestiques, des résidus des récoltes de champs ou du jardinage. La ration ne sera pas parfaitement équilibrée, mais son prix de revient restera très faible. Les fourrages sont les herbes et les feuilles pouvant servir de nourriture aux animaux. Le lapin est un herbivore parmi les fourrages le plus courant en Afrique de l'Ouest et dans certains autres coins du continent africain. Et le lapin aime à manger, donc chacun chez soi peut aller voir dans la nature les fourrages qui sont disponibles. Il y a l'herbe à lapin qui s'appelle Tridax procumbens. Il y a les feuilles de palmier, l'herbe qui s'appelle Panicum maximum, le haricot sauvage, les feuilles de patate aquatique, feuilles de patate douce, Sida acuta, Aspilia africana, Fucus ambellata, tige et feuilles de stylo. Il y a le Behaeva erecta, il y a le Glycidia sepium, il y a le Paspalum vegetatum, il y a l'herbe à l'éléphant, etc. Les lapins aiment aussi manger les rafles de maïs, les fanes d'arachide, de haricots, etc. Certains de ces fourrages, et en particulier les plantes aquatiques, ne poussent qu'en fonction de l'humidité ambiante. D'autres comme le panicum peuvent être séchés en foin pour permettre une distribution en différé. Dans ce cas, faire un préfanage, donc séchage sur place après la coupe pendant 1 à 2 jours, puis sécher au soleil le plus rapidement possible par retournement successif ou usage de petits séchoirs en bois, c'est-à-dire trépieds de 2,5 à 3 mètres de hauteur, dans les périodes où le sol reste trop humide. La conservation doit se faire ensuite dans un local abrité, bien sec, à l'abri des animaux, c'est-à-dire les rats, les volailles, etc. Attention, les foins et plus généralement le fourrage moisissent ou fermentés
peuvent être toxiques. Les feuilles de palmier, par exemple, sont toujours disponibles. Il est préférable donc de les réserver pour les périodes où les autres fourrages sont rares. Ceci évitera de nuire en permanence à leur développement. Cependant, leur valeur alimentaire est faible. La composition chimique d'un fourrage varie en fonction de son stade végétatif. Un jeune fourrage est toujours plus riche qu'un fourrage âgé et plus lignifié. Lors de la récolte des fourrages, l'éleveur doit donc préférer les jeunes plantes aux plantes plus âgées. Une poignée d'herbes ne suffit pas pour bien élever un peu. En plus des fourrages distribués même en quantité importante, l'éleveur devra distribuer une nourriture complémentaire plus concentrée ou complément alimentaire. Ce sont les produits simples distribués seuls ou en mélange. Parmi les produits simples distribués seuls ou en mélange figurent le saut de maïs, les drèches d'odolo ou de brasserie, les restes de cuisine, les grains de maïs ou de sorgho, les rejets de choux ou de carottes, le saut de blé, le saut de riz, les tourteaux de parmiste, de soja ou de coton, etc. Les provendes ou aliments composés, ils sont présentés en farine ou en granulés, mais la forme granulée est la mieux consommée. De plus, elle est la meilleure car elle ne permet pas au lapin de trier. Elle peut être complète et ne nécessite alors plus d'apport de fourrage complémentaire. Pour entretenir un petit élevage, on peut aussi distribuer comme complément alimentaire au fourrage les mélanges obtenus à partir de différentes matières premières. Quelques exemples donc sont nécessaires par là et on y reviendra pour ces exemples pour y en faire plus de détails. Pour un élevage à caractère commercial, on utilise les aliments composés. Lorsque son cheptel devient plus important, c'est-à-dire plus de 10 reproductrices, l'éleveur doit plutôt distribuer en grande quantité un aliment composé équilibré ou provende et un peu d'herbe comme complément si nécessaire. Le lapin préfère un aliment granulé ou un aliment farineux. L'intérêt du granulé est qu'il est fabriqué suivant les besoins spécifiques de l'animal et que ce dernier, ne pouvant trier, consomme exactement la ration prévue pour lui. Cependant, il vaut mieux distribuer une bonne provende en farine avec un peu de fourrage qu'un granulé de mauvaise quantité pour limiter le gaspillage de l'aliment farineux, fréquent en particulier dans les jours suivant le sévrage. Il est conseillé de ne remplir les mangeoires qu'à la moitié ou au plus aux 2 tiers ou d'y installer un système anti-gaspillage. Cette recommandation conduit à distribuer l'aliment au moins une fois par jour de manière à ce qu'au moins un jour sur deux, les lapins finissent l'aliment farineux qui leur est distribué. Les besoins des animaux varient en fonction de l'âge et du stade de production. On distribuera donc différentes sortes d'aliments pour les lapins à l'engraissement ou pour les lapins en reproduction si de tels aliments sont disponibles dans le commerce. Cependant, il n'existe souvent qu'un aliment mixte répondant toutefois assez bien aux besoins de tous. Ces différents aliments sont élaborés à partir de formules calculées par des scientifiques et en utilisant des matières premières dont on analyse périodiquement la composition. Ce qu'il faut retenir par là, un élevage commercial est encore rentable si la dépense en aliments représente à peu près 60 à 65% des dépenses de production. Il y a donc des quantités qu'il faut prévoir en fonction de la période de production. Un lapin reproducteur mâle consomme entre 120 à 150 grammes par jour en fonction de son format et de la température. Une lapine consomme entre 120 à 350 grammes par jour
suivant le stade physiologique. Et la lapine plus sa portée de 6 à 7 ilapéro de 4 semaines consomme entre 600 à 700 grammes. Le lapéro en engraissement consomme entre 100 à 120 grammes par jour en moyenne. Les déjections en production d'ilapé de chair. Quand un lapin consomme 100 grammes de matière sèche, il élimine dans les tiers ou sous sa cage environ 35 grammes de matière sèche de crotte. En fonction de la température, il peut éliminer aussi 60 à 75 grammes d'urine. Les poids et les volumes de déjection à éliminer dépendent ensuite des conditions de collecte et de stockage. Quelles sont donc les méthodes de stockage des déjections? Souvent, dans les petits élevages, les déjections tombent sous les cages et sont balayées tous les jours ou tous les 2 jours par l'éleveur pour être entreposées en tas à l'extérieur de l'élevage. Pour éviter trop de manipulation, les déjections peuvent être stockées provisoirement sous les cages dans les fosses de différentes profondeurs. Mini-fosses de 20 cm posées sur le sol, nécessitant une évacuation assez fréquente du fumier. Fosses profondes ou semi-profondes de 0,5 à 1 mètre de profondeur et taillées de préférence avec 2 mirettes en ciment pour éviter les éboulements. Dans ce cas, l'évacuation des déjections peut ne faire qu'une fois par an, au moment où elles sont utilisées dans les champs comme fumier avant la mise en place des cultures, ce qui ne fait qu'une seule manipulation totale. Les déjections mélangées avec les débris de litière et de fourrage vont au fil du temps se transformer par compostage en fumier de bonne valeur, fertilisante appréciée par les jardiniers, les marcheurs et les agriculteurs en général. L'important donc, pour bien fonctionner, une fosse doit impérativement rester à l'abri des entrées d'eau, une ventilation bien conçue avec des entrées d'air basses et favorise le compostage. En bâtiment fermé, vider nécessairement les fosses profondes avant les périodes de forte chaleur, le phénomène de compostage des fumiers produisant par lui-même de la chaleur. Quelle est donc la quantité et la qualité des déjections? Pour simplifier les choses, on peut compter récupérer un poids de déjection à peu près équivalent au poids de l'aliment distribué tant en maternité qu'en engraissement. Cela représente un volume d'environ 0,5 à 0,6 m3 de fumier par cage-mère et par an. De manière logique, la composition minérale des déjections dépend beaucoup de